Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue donc dans cette deuxième partie du cours qui est consacré au chapitre 2 du CSS. Donc aujourd'hui, on rappelle rapidement où est-ce qu'on se situe. Donc on est toujours ici dans la partie des sites statiques, dans le chapitre 2 qui concerne le CSS. Donc la dernière fois, dans la première partie, on avait fait ces 3 points. On avait un rappel, on a situé où se trouve euh, le, le CSS par rapport au HTML. Ensuite, on a parlé des bases du CSS et on a abordé les sélecteurs. Donc, il nous reste à aborder le point 4, le point 5 et le point 6 qui sont les propriétés, les CSS Media Queries et les règles de priorité. Donc, la dernière fois, on avait expliqué le fonctionnement des règles CSS, on avait établi ce modèle-là. On avait dit qu'une règle CSS était constituée de principalement trois choses. La première, c'était ce qu'on appelle le sélecteur CSS qui permet de sélectionner l'élément qui allait être concerné par la modification du style. Donc, on a vu plusieurs façons de sélectionner un élément. On a vu une sélection par élément, par identifiant, par classe, par enfant, etc. Et je vous ai laissé le soin d'aller visiter une source de W3Schools pour trouver d'autres manières de sélectionner un élément HTML. Ensuite, à l'intérieur d'une règle CSS, on allait avoir une déclaration. Une déclaration, on avait dit qu'une déclaration CSS était constituée de deux choses. À gauche, la propriété qu'on souhaitait modifier. Et deux points. Ensuite, à droite, on allait mettre la valeur qu'on souhaitait affecter à cette propriété. On avait dit qu'on pouvait avoir plusieurs déclarations au sein d'une même règle CSS. On avait aussi dit qu'il pouvait y avoir plusieurs propriétés, par exemple color, background color, font family. Tout dépend de ce qu'on nous souhaiterions modifier dans le style de notre page. Et on avait dit aussi que pour une même propriété, on pouvait affecter plusieurs valeurs possibles. Et bien sûr, tout dépend de la propriété. Il y a des valeurs qui sont spécifiques à certains types de propriétés. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de visiter un peu toute cette histoire-là de propriétés et de valeurs. Alors, pour cela, donc, on va commencer par voir quelles sont les propriétés qui, d'abord, concernent le texte. Alors, une première propriété intéressante, c'est celle de la coloration. Alors, on peut changer la couleur du texte de plusieurs façons. La première serait, donc, au sein d'une règle CSS, on peut faire une déclaration comme ceci. On met la propriété color, donc couleur, et on met la couleur qu'on voudrait attribuer à notre élément HTML qu'on avait sélectionné avec le sélecteur. Donc, ici, il y a plusieurs façons d'affecter une couleur. Vous avez soit de manière nominative, donc vous nommez spécifiquement la couleur que vous voulez attribuer. Par exemple, ici, red, c'est rouge, blue, c'est bleu. Mais il y a deux autres façons de le faire. Vous pouvez le faire en hexadécimal, donc vous allez mettre un dièse suivi d'un code en hexadécimal. Alors, les deux premiers caractères désignent la couleur rouge, la deuxième, le vert, et la troisième, le bleu. Donc, ça suit le système RGB. Donc, vous avez le rouge, donc vous avez le rouge, le green et le blue. Donc, et le mélange de ce que vous allez faire va donner cette couleur. Il y a aussi une autre façon qui suit la règle RGB, c'est de nommer carrément le système, de mettre RGB, et à l'intérieur, vous allez mettre les valeurs que vous souhaitez affecter pour chaque couleur du rouge, du vert et du bleu.
donc ici, par contre, ce n'est pas en hexadécimal, mais c'est des valeurs qui vont de 0 jusqu'à... alors, normalement, ici, c'est 255, ce n'est pas 256. Voilà, donc c'est un peu la même logique. C'est la constitution, c'est le mélange du rouge, du vert et du bleu qui va vous donner une couleur. Donc, vous avez trois possibilités de choisir, d'exprimer le code d'une couleur. Alors, il y a aussi une autre propriété intéressante, c'est le background color. Donc ici, la différence, c'est qu'on ne modifie pas la couleur du texte, mais plutôt son arrière-plan. Donc ici, le background color, vous pouvez l'affecter soit à un élément textuel ou bien un conteneur. Vous pouvez l'appliquer par exemple à un div, à un body, un tableau. Donc ce n'est pas seulement du texte. Donc, par exemple, ici, j'ai modifié le background de cet élément H3. Je lui ai donné background color red. Une autre propriété intéressante, c'est la décoration, donc text-6 decoration, qui permet de faire des soulignements, des surlignements de barrer un texte. Donc, peut-être c'est des choses dont vous aurez besoin lorsque vous écrivez des paragraphes, selon le besoin. Donc, text decoration overline va mettre une ligne au-dessus, line throw va mettre une barre, va barrer le texte, underline, sous-titre, underline, overline, les deux en même temps. Mais il faut savoir que par défaut, si vous ne mettez rien pour text decoration, vous avez la valeur non. D'accord? Alors, donc, concernant cette histoire de valeur par défaut, il faut savoir que pour toutes les propriétés, vous allez avoir des valeurs par défaut. Donc, on va essayer de le rappeler à chaque fois qu'on visite chaque propriété. Font weight, la propriété font weight vous permet de modifier l'importance d'un texte. Donc, pour appliquer du gras, imaginez que vous avez ce texte-là, titre 1, vous souhaitez le rendre en gras, vous pouvez le faire, vous pouvez changer la propriété font weight en lui affectant la valeur bold. Donc, la valeur par défaut d'un font weight, c'est normal. On avait vu en HTML, dans le cours HTML, qu'on pouvait le faire aussi avec la balise B, au strong, mais de préférence, c'est des choses qu'il vaut mieux laisser dans le CSS. Même chose pour mettre un texte en italique. Donc, vous pouvez soit le faire en HTML, on l'avait vu en HTML qu'on pouvait le faire avec une balise. Donc, EM, voilà, emphasize. Et par contre, il faut savoir que la balise EM, en réalité, elle n'est pas faite pour rendre un texte italique. Donc, ce n'est pas la meilleure façon de rendre un texte italique. E1 veut dire, emphasize veut dire mettre en évidence. Alors, vous pouvez, sur Chrome, emphasize va donner un texte en italique, mais sur un autre navigateur, peut-être que ça ne va pas donner un texte en italique, peut-être que ça va le mettre en jaune ou une autre manière de le mettre en évidence. Donc, si vous voulez vraiment mettre un texte en italique, il vaut mieux le changer ici. Dans Font Style, vous allez mettre italique. Il faut savoir aussi qu'il est possible de changer la police d'écriture d'un texte. Donc ça, c'est une chose importante lorsque vous faites une page web. Il faut savoir que lorsqu'on veut changer une police d'écriture, on utilise la propriété Font Family. Et de préférence, on n'affecte pas une seule police d'écriture à un texte, mais plutôt une famille de polices. Alors pourquoi on le fait? On le fait pour que, par exemple, si le navigateur n'arrive pas à récupérer la première police d'écriture, il va se baser sur la deuxième. Et s'il ne trouve pas la deuxième, il va se baser sur la troisième. D'accord? Donc, pour éviter que
Donc, généralement, ce qu'on fait, dans la première position, on utilise la police qu'on souhaite utiliser, qui est un peu plus spécifique. La deuxième est un peu moins spécifique et la troisième est un peu plus générale qu'on retrouve sur toutes les machines. Donc, pour éviter les problèmes, si le navigateur ne trouve pas de police. Alors, autre chose importante, c'est la taille du texte. On peut le changer grâce à la propriété font size. Donc, voici comment ça marche. Imaginez que vous avez le code HTML suivant. Donc, dans body, vous avez un div. Donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ce scénario-là. Donc, j'ai mis un div, un conteneur qui contient 3P. Donc, titre 1, titre 2, titre 3, titre 4. J'ai mis titre 3 à l'intérieur d'un div. Et j'ai mis le CSS suivant pour modifier de plusieurs façons mon texte. Donc, j'ai modifié d'abord titre 1, j'ai modifié sa taille, la taille de la police de cette façon. Donc, j'ai mis font size, puis j'ai mis 10 pixels, 10 px, donc pour signifier 10 pixels. Donc, ça, c'est la première façon de le faire. On le fait avec l'unité pixel. Une deuxième façon de le faire, c'est d'utiliser l'unité point, pt. Il faut savoir qu'un point est approximativement égal à 1,33 pixels. Donc, vous avez soit la possibilité de faire en point ou là en pixels. Donc, ça, c'est les deux premières possibilités. C'est en affectant des valeurs absolues. Une deuxième façon de le faire, c'est d'affecter des valeurs relatives. Vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le titre 3. Donc, ça, titre 3, il est contenu dans un div. OK? Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans mon fichier CSS? J'ai donné pour le div la taille font size 12 pixels. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la chose suivante, c'est que tout ce qui est contenu à l'intérieur du div va prendre automatiquement la taille 12 pixels par défaut. Donc, ça sera sa valeur par défaut. Mais qu'est-ce que j'ai fait également en sélectionnant ID3, donc j'ai fait dièse ID3 pour sélectionner cet élément-là. Je lui ai dit font size de E1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça, c'est une troisième façon pour changer la taille d'une police qui est un changement relatif. Relatif par rapport à quoi? Relatif par rapport à la taille par défaut de l'élément. Donc 2E1 va prendre deux fois sa valeur par défaut. Ici, en l'occurrence, sa valeur par défaut va être 12 pixels. Donc, si je mets 2E1, ça va valoir 24 pixels. OK? Une deuxième façon relative de faire les choses, c'est d'utiliser le rem, ce qu'on appelle le rem, REM. Ça veut dire quoi? REM, ça veut dire root element. C'est quoi le root element? C'est l'élément racine. En l'occurrence, ici, c'est HTML. Donc, ça sera, si je mets 2 REM, ça veut dire que vous êtes en train de lui dire, tu prends 2 fois la taille de l'élément racine. Ça tombe bien parce que dans l'élément racine, j'ai dit font size, c'est 10 pixels. Donc, si on fait rapidement les calculs, ça va faire 10 fois 2, donc ça va faire 20 pixels. Donc, je suis en train de lui dire, titre 4 prend 20 pixels. Voilà. Donc, selon le besoin, selon votre contexte, lorsque vous allez faire une page web, selon le besoin, vous allez voir que parfois, on peut faire le changement de manière absolue, mais parfois, on peut le faire de manière relative, c'est beaucoup mieux. Les alignements, donc il est aussi possible de changer les alignements d'un texte. Donc, pour cela, vous allez utiliser la propriété text align. Et vous avez trois valeurs possibles, left, center et right, donc pour positionner votre texte à l'intérieur de son parent. Hein.
Donc, il faut savoir que la propriété, la valeur par défaut ici, c'est, bien sûr, c'est left. Il y a aussi la propriété border. Donc, ça permet d'attribuer une bordure à un élément. Alors, pour le faire, la manière la plus simple pour le faire, c'est de dire border, deux points, et de donner trois choses importantes ici. C'est quoi? C'est d'abord l'importance de la bordure, donc le thickness. Ici, je suis en train de lui dire 1 pixel, donc la bordure va prendre une importance de 1 pixel. Solide, donc elle est continue. Black, la couleur. Donc ça va donner ça. Deuxième façon de le faire, c'est on peut changer l'importance de la bordure. On met 3 pixels solide black. Donc comme vous pouvez le voir, elle va prendre un peu plus d'importance. On peut aussi changer le deuxième attribut qui est la continuité de la ligne de la bordure. Si je mets dotted, je suis en train de lui dire tu mets une bordure en pointillé. Donc ça va donner ceci. Troisième façon, la dernière chose qu'on peut modifier, c'est bien sûr la couleur. Donc ici, j'ai mis red, donc ça va mettre une bordure en rouge. Ce qu'on peut changer aussi, il y a une chose très importante, c'est lorsque vous appliquez une liste, on l'a vu dans le HTML, donc quand on fait une liste avec UL, OOL, il faut savoir qu'on peut modifier les puces qui se trouvent tout à gauche d'une liste. Donc, par défaut, on a des puces en noir. Il faut savoir qu'on peut les changer. On peut mettre, par exemple, des cercles blancs. On peut mettre des squares, donc c'est des carrés noirs. On peut mettre des upper Roman pour une numérotation en chiffres romains. On peut mettre des lower alpha pour une alphabétique, petit alphabet. Sinon, on peut enlever, donc on peut utiliser une liste, mais enlever les puces carrément. On peut les enlever en mettant none. OK? On peut mettre list style type none. Donc, c'est la propriété à utiliser. Alors, ça, c'est très utilisé lorsqu'on veut faire un menu. Donc, généralement, ce qu'on fait lorsqu'on veut faire un menu, si on veut faire un menu vertical comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une liste. On lui enlève les puces, puis on fait que encadrer les éléments de cette façon et on obtient rapidement un menu fonctionnel. Alors, pour les tableaux, si vous vous rappelez, on avait vu en HTML que pour faire un tableau avec une bordure, qu'est-ce qu'on faisait? Donc on faisait dans la balise ouvrante de table, on faisait border égale 1. Donc rapidement, on allait avoir une bordure qui ressemble à ça. Okay? Donc, il faut savoir que c'est possible d'avoir le même rendu en faisant en CSS la chose suivante. Donc, on va sélectionner table, TD et éventuellement TH si on l'utilise. On va faire border 1 pixel solid black. Alors, bien sûr, vous allez me dire, cette bordure n'est pas très très belle. Donc, on voit, c'est des bordures en double. Parfois, c'est pas ce qu'on voudrait avoir dans une page ou dans une application web. On voudrait avoir une jolie bordure comme ça qui ne soit pas doublée. Alors, pour faire ça, on utilise simplement la propriété. On sélectionne d'abord table et on modifie la propriété border collapse et on lui affecte la valeur collapse. Je suis en train de lui dire écrase les deux bordures que tu as faites avec collapse. Je me contente d'une seule jolie bordure. Alors maintenant, on arrive à une chose très importante en CSS qu'il faut impérativement connaître, c'est ce qu'on appelle les boîtes. Les boîtes CSS ou en anglais box model. Et oui, il faut savoir qu'en CSS, tout élément est inclus dans une boîte. Ce qu'on appelle les modèles en boîte, les box models. C'est quoi cette histoire? C'est que tout élément, il a bien sûr un contenu et il a trois choses. C'est quoi ces trois choses? C'est la marge, la bordure
et le padding. Alors, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, voici de manière simplifiée donc, une illustration de ces trois choses. Donc, les margins, c'est pour dire combien d'espacement je souhaiterais mettre par rapport aux autres éléments voisins. Donc, ici, par rapport à ce qui se trouve en haut, par rapport à ce qui se trouve à gauche, à droite, en bas. Par contre, le padding, c'est des espacements, mais à l'intérieur de l'élément. Donc, entre le contenu, ici, en l'occurrence, par exemple, c'est titre 1. Donc, ça sera un espacement entre titre 1 et la bordure. Donc, c'est un espace qui se trouve à l'intérieur. OK? Donc, ne vous inquiétez pas. Peut-être que c'est des choses qui peuvent paraître confuses au début, de manière théorique, mais lorsque vous allez pratiquer en TP, j'espère que ces choses-là vont devenir un peu plus claires. Et bien sûr, vous avez la bordure. Alors, il faut savoir qu'on peut jouer avec ces trois choses. Donc, pour le padding, on peut bien sûr changer les espacements à l'intérieur de l'élément. Alors, pour cela, on peut le faire de plusieurs manières. Donc, vous avez le padding top. Padding top permet de jouer sur le padding qui est en haut, donc l'espacement qui est en haut. Attention, ne pas confondre avec les marges. Hein. Ici, on parle bien de padding. Donc, c'est l'espacement à l'intérieur. Ici, padding top 5 pixels, il va laisser ici 5 pixels. Padding right, c'est pour le padding à droite, bottom en bas, padding left, c'est 20 pixels à gauche. Donc ici, on a laissé 20 pixels à gauche. Il y a une autre notation pour aller un peu plus vite si vous comptez utiliser les 4. Donc, vous pouvez soit les énumérer les 4 et leur affecter un à un des valeurs, mais vous pouvez le faire en suivant les rotations de l'horloge. Donc, ce sera top, right, bottom, left. Donc, ça sera comme ça. Donc, c'est très facile de se rappeler. Donc, 5 pixels, c'est pour le top, 10 pixels pour le right, 15 pour le bas, 20 pour le gauche. Vous pouvez le faire aussi d'une autre manière si vous comptez affecter la même chose pour le haut et pour le bas, et la même chose pour le right et pour le left, vous pouvez le faire rapidement aussi, 5 pixels, 10 pixels. Ça signifie que vous voulez mettre 5 pour le haut et le bas, 10 pour la gauche et la droite. Sinon, si vous voulez mettre le même padding pour toutes les directions, vous pouvez le faire en une seule fois en mettant simplement 10 pixels et il va savoir automatiquement que ça va concerner toutes les directions. Alors, on suit également la même logique pour s'attaquer aux marges. Donc, les marges, c'est pour les espacements entre les éléments avec les éléments voisins. Donc, on peut le faire soit avec les margins top, right, bottom, left, soit en suivant le sens de la montre. Sinon, de deux manières, sinon avec deux chiffres ou bien un seul chiffre pour dire que je souhaiterais modifier les 4 en même temps. Alors, ça reste bien sûr selon votre besoin, selon votre contexte auquel vous allez arriver lorsque vous êtes en train de concevoir votre application, pardon, vous allez vous rendre compte que vous pourrez avoir besoin de la première ou de la deuxième, ou la troisième ou la quatrième notation. Très bien. Il y a aussi, dans les box modèles, on peut aussi, donc chaque boîte d'éléments peut avoir une hauteur et une largeur. Et c'est possible de les modifier en modifiant simplement le height pour la hauteur et le weight pour la largeur. Alors, il faut savoir qu'on peut le faire de plusieurs façons quand il s'agit de l'unité qu'on voudrait spécifier. On peut le faire en pixels, mais on peut, donc en pixels, c'est de manière absolue. Donc, il y a le pixel, le centimètre, le millimètre, mais on peut aussi le faire de manière relative. Donc, ça veut dire quoi en relative? C'est par rapport à ce que l'élément a hérité de valeur quand il est, ou bien plutôt, pardon, non, c'est pas du tout ça, pardon, je me suis trompé. C'est plutôt par rapport
au conteneur parent. Si vous mettez par exemple weight 50%, ça sera 50% de ce dont il dispose d'espace à l'intérieur de son conteneur. Par exemple, si vous avez une page comme ça, si votre élément se trouve dans un conteneur comme ça, donc ça sera ici, ça, c'est votre joli élément. Hein? Si vous mettez 50%, donc il va prendre 50% de son parent. Hein? Il ne va pas prendre 50% de la totalité. C'est la même chose pour EM. Donc, ça sera ce qu'il a hérité. RAM, c'est le root element. Très bien. Alors, maintenant, on va parler un peu de cette histoire d'affichage. Donc, c'est une fameuse propriété qui s'appelle display et qui touche deux notions sur lesquelles j'avais insisté, qui sont le display en bloc et le display en ligne. Alors, donc on arrive à cette histoire, vous allez comprendre pourquoi j'avais insisté dessus. Alors, imaginez que nous avons le code HTML suivant. Alors, nous avons quoi? Nous avons ici un conteneur div qui contient le texte bonjour et bienvenue sur notre page, sachant que j'ai mis bienvenue entouré de H1. OK? Donc, le rendu, ça va être de cette façon-là. Donc, ça va être bonjour et tout de suite un breakdown, retour à la ligne, parce que H1, c'est un élément en bloc, donc il a besoin de prendre toute la largeur de la page, donc il a besoin de respirer, il a besoin de revenir à la ligne et de prendre tout l'espace. Ensuite, on revient pour finir notre phase sur notre page. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un HR, donc c'est cette petite ligne qu'on voit ici en gris, et juste après, j'ai mis un paragraphe, bonjour, donc c'est le même texte, hein, bonjour et bienvenue sur notre page. Par contre, ici, j'ai entouré bienvenue, je l'ai entouré par span. Je l'ai entouré par simplement span. Et donc, vous voyez que bonjour et bienvenue sur notre page, bienvenue n'a pas provoqué de retour à la ligne parce que span, c'est une balise de type en ligne. Donc, on n'a pas besoin de provoquer un retour à la ligne. Donc, ce qui est en rouge et en bordure ici, donc bienvenue en rouge et avec cette bordure, je l'ai fait en CSS. Donc, j'ai dit H1, il a une bordure, un pixel solid black, color red. Donc, c'est ce qui m'a fait ça. Même chose pour le span, donc j'ai fait la même chose. Donc, les éléments, ce qu'il faut savoir, c'est que les éléments blocs, comme le H1, qui provoque un retour à la ligne par défaut, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous lui affectez aucune valeur pour sa propriété display, il faut savoir qu'il a automatiquement la valeur bloc. Mais pour les éléments qui sont de type en ligne, pour la propriété display, ils ont la valeur inline. Donc ça, c'est pour bien s'entendre sur les termes et les affichages. Maintenant, on va parler d'une autre chose concernant les éléments blocs et les éléments en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut modifier la hauteur et la largeur tel que nous l'avions vu dans les slides précédents, donc on avait dit qu'un élément pouvait avoir une hauteur et une largeur, mais ce que vous devriez savoir, c'est que ce n'est pas tous les éléments qui peuvent avoir une largeur et une hauteur. Ils peuvent avoir une largeur et une hauteur à condition qu'ils ne soient pas de type inline. Et oui, si vous voyez ici, par exemple, span, on avait dit qu'il est du type inline. Si vous essayez de lui donner une hauteur et une largeur, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Il ne va pas du tout changer. Hein. Il ne va pas du tout réagir. Il ne va prendre ni hauteur ni largeur. Il va rester le même. Par contre, si vous faites la même chose pour H1, vous allez lui dire height 3E1, weight ici E1, vous voyez que ça réagit. Il est en train de prendre, donc la boîte, elle va devenir un peu plus grande. Donc la bordure va suivre, bien sûr, la boîte. Donc c'est votre boîte qui va s'agrandir. Donc voilà, donc ça, c'est la première chose à savoir. Maintenant, il faut savoir que
on peut changer les choses. On peut transformer un élément bloc en ligne, on peut le rendre inline, et un élément inline, on peut le rendre en élément bloc. Par exemple ici, l'élément H1 qui était de type bloc, je lui ai changé de comportement d'affichage en changeant son display à inline. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il va revenir sagement à la ligne. Donc, il va revenir à la ligne, il ne va plus provoquer de retour à la ligne. Et il va perdre la hauteur et la largeur conformément à ce que nous avions expliqué juste il y a un moment. Deuxième chose, pour le span, si on veut le rendre en bloc, on peut le faire en faisant display. On peut faire display et on lui donne la valeur bloc. Il va se comporter comme comme un élément bloc. Donc, il va revenir à la ligne et il aura le droit à une hauteur et à une largeur. Par contre, le deuxième scénario que j'ai fait exprès de sauter, c'est qu'il est possible d'avoir un juste milieu. On peut avoir un élément qui peut hériter en même temps des caractéristiques d'un élément en ligne et en même temps des caractéristiques d'un élément bloc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut rester à la ligne et il peut avoir droit à une hauteur et à une largeur. Donc, comment faire ça? On peut le faire avec un display inline-6 blocs. Ça, c'est important lorsque vous voulez faire, par exemple, un menu. Donc, on veut que nos éléments restent sur la même ligne. Par exemple, c'est des divs, on veut qu'ils restent sur la même ligne. On veut leur donner une hauteur et une largeur et on veut que... voilà, donc c'est tout. On veut qu'ils aient une hauteur et une largeur et on veut qu'ils restent sur la même ligne. Donc c'est intéressant d'avoir le inline block dans ce cas de figure. Les positionnements. Donc après avoir parlé des affichages, il y a aussi cette histoire des positionnements. Vous allez voir de quoi il s'agit. Donc la première chose à savoir, donc c'est une chose dont on n'a pas eu l'occasion de parler dans le cours de HTML. C'est la chose suivante. Alors, imaginez que vous ayez plusieurs éléments dans votre page web, éléments 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si vous les mettez dans votre page, vous allez voir qu'ils vont se mettre l'un en dessous de l'autre. Donc, si c'est un élément de type bloc, il va occuper toute la page. Ensuite, le deuxième élément, il va revenir à la ligne. S'il est du type inline, il va occuper juste l'espace nécessaire et laisser la place pour son voisin élément 3 qui va, lui, s'il est du type inline, il va rester sur la même ligne, et ainsi de suite. Donc ça, ce qu'on appelle ça, c'est le flux normal. Donc les éléments HTML sont déposés sur la page suivant le flux normal, qu'on appelle le flow, le normal flow, l'un après l'autre, du haut vers le bas. Et ils ont tous par défaut, pour la propriété position, ils ont la valeur statique. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, par défaut, quand on commence, ils ont tous la position statique. Alors, bien sûr, la première chose à savoir, c'est qu'il ne faudrait pas confondre les positions, cette histoire de position, avec les marges. Pourquoi? D'abord, quand on parle de position, on parle de quoi? On parle de combien on voudrait déplacer notre élément. C'est-à-dire, on est en train de donner des coordonnées, si vous voulez. Combien je veux laisser en haut, combien je veux laisser à droite. Donc, si je dis 10, 10, top 10, left 10, donc il va se déplacer de 10 pixels en haut, de 10 pixels à droite, et c'est ici que va commencer mon élément. Donc ça sera 10, 10, ça sera des coordonnées, 10, 10 pixels.
ça sera des coordonnées. On a dit comme si vous êtes en train de donner des coordonnées. Ça n'a rien à voir avec les marges, attention. Les marges commencent à s'appliquer ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les propriétés suivantes ne peuvent pas être appliquées pour les éléments qui ont la propriété position à statique. Si vous avez un élément qui est de position statique, il ne peut pas avoir de top, right, left ou bottom. Si vous vous amusez à modifier top, right, left, bottom pour un élément qui est à position statique, il ne va rien se passer. Hein. Mais heureusement, on peut changer ça. Et on peut le faire de plusieurs manières. Alors, la première chose qu'on peut faire déjà, c'est de mettre la position relative. Ça veut dire quoi? Si vous mettez un élément à une position relative, vous aurez le droit d'affecter un top et un left. Donc, les propriétés suivantes deviennent applicables par rapport à la position courante. Hein. C'est relatif par rapport à sa position courante. Attention, c'est très important. Ça veut dire à partir de sa position initiale. Il était par exemple là, il était ici. Donc, si on met 20 pixels, donc il va se déplacer comme ça. Comme ça. Donc, ceci, on peut le faire donc comme je l'ai dit, en mettant position à relative. Par contre, les autres, right et bottom, ne sont toujours pas modifiables. Alors, pour avoir droit de modifier également bottom et left, on peut le faire en mettant position absolute. Donc, une fois que vous modifiez position à absolute, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, qu'est-ce qui va changer? Les propriétés suivantes deviennent applicables, donc top, right, bottom et left. Par contre, ce n'est pas par rapport à la position initiale, mais par rapport au premier parent relatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez que vous avez votre élément à l'intérieur d'un élément, un autre élément comme ça. Donc ça, c'est votre élément. Donc ça, c'est votre élément. Si vous lui dites position absolute et vous lui donnez un top, right, bottom, left, ces 10 pixels, 40 pixels, 60 pixels, 50 pixels vont être appliqués au premier parent qui sera de type, qui aura la position relative. Par exemple, si il est à l'intérieur de cet élément-là, et cet élément-là n'est pas de position relative, on va regarder le parent qui est juste au-dessus, qui est celui-là. Donc, il faudrait faire très attention quand vous commencez à jouer avec les positions. Je vous le dis, hein, parfois, quand on ne connaît pas ces règles, il se passe des choses et vraiment, on a envie d'abandonner parce que on met une position top right, ça se positionne ici, de modifier, ça se positionne ici, on se dit, là, c'est compliqué. C'est juste, il faudrait juste comprendre ces choses et ça va fonctionner comme sur des roulettes. Donc, si en TP, on va voir un exemple concret. Donc, je vais vous donner un atelier où vous allez modifier plusieurs fois et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Alors, il y a une autre façon de faire une position, c'est la position fixed. Donc, si vous mettez un élément en fixed, qu'est-ce qui va se passer? L'élément va rester figé sur la même position. Donc, même si on va scroller, il va rester attaché. Donc, ça, c'est intéressant, par exemple, si vous voulez mettre un menu qui va vous suivre, qui va suivre l'utilisateur, même s'il va faire un scroll. Donc, comme vous pouvez voir, relative, c'est par rapport à sa position initiale. Donc, c'est joliment illustré ici. Absolute, c'est par rapport au premier parent relatif. Et fixed par rapport à la position 0, 0. Donc, quand vous allez affecter un positionnement, ça sera par rapport au 0, 0 de votre page, qui se trouve tout en haut à gauche. Et une fois que vous allez scroller, donc il va rester attaché. Maintenant, on va parler d'une autre façon de faire les positionnements avec la propriété float, qu'on appelle les flottements. Alors, imaginez que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 blocs qui sont de type bloc. Donc, le div 0, div 1, div 2, div 3, un paragraphe, deuxième paragraphe, div 3. Donc, ils sont superposés l'un
sur l'autre. Ils occupent tous toute la largeur de la page. Alors maintenant, imaginez qu'on voudrait arriver à ce résultat-là. On voudrait que div0 occupe certes la première ligne, mais on voudrait que div1, div2 et paragraphe 1 se mettent sur la même ligne. On ne voudrait pas qu'ils provoquent un retour à la ligne. Alors, comment on peut faire ça? On peut d'abord faire la chose suivante. On peut changer le display à inline. On va le mettre en inline pour div1, div2, paragraphe 1. Ce n'est pas fini. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire float left pour les rabattre sur le côté gauche de la page. Et puis, on peut changer la largeur pour qu'ils n'occupent pas trop d'espace. Donc, on peut leur dire, voilà, vous allez occuper par exemple 30 pixels, 30 pixels, 30 pixels. Par contre, si vous faites ça, qu'en est-il de les autres éléments qui étaient en bas? Donc, si vous allez faire ça, display, float, left, white, 20 pixels, en réalité, vous êtes en train de faire sortir le div 1, le div 2 et le paragraphe, vous allez les sortir du flux normal de l'affichage des éléments. Et quand vous allez les sortir du flux normal, tout ce qui était en bas va remonter et ça va donner ce résultat qui est très moche. Donc, il y aura une confusion totale. Alors, pour faire ça, on va dire, attention, certes, tu vas sortir les 3 éléments du flux, mais une fois que tu les as sortis du flux, juste après, tu vas effacer le flottement. Donc, juste après, tu vas revenir à ton flux normal. Donc, ici, vous allez cibler cet élément-là, paragraphe 2, et vous allez mettre clear both pour dire je veux effacer le flottement à gauche et à droite pour récupérer mon flux normal. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas que float left, ce qui est possible, il y a aussi float right si on veut rabattre un élément sur le côté droit. Alors, donc en plus de ce que nous venons de voir, il y a aussi cette histoire de découpage de la page en utilisant la même propriété display. Donc tout à l'heure, on a vu les displays bloqués en inline qui pouvaient avoir plusieurs valeurs, blocs, inline. Mais on peut aussi affecter d'autres valeurs intéressantes pour construire des trucs avancés. Donc il y a cette histoire de grid et les flexbox. Alors imaginez qu'on voudrait arriver à ce résultat-là. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des images qui sont comme dans une sorte de grille. Donc pour arriver à ce résultat, on peut utiliser la propriété display aussi pour créer un découpage avancé. Alors pour ça, on affecte la valeur grid pour la propriété display. Donc, les grids proposent un système de mise en page basé sur une grille avec des lignes et des colonnes, ce qui facilite la conception de pages web sans avoir à utiliser le float et le positionnement. Alors, voici à quoi ressemble un modèle en grille. Vous avez des colonnes et vous avez des lignes. Alors, il faut savoir, comment arriver à ce résultat? Imaginez que dans votre fichier HTML, vous avez un div, un container, qui a la classe container. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs divs en fond, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Chaque div a la classe item qui lui correspond, item 1, 2, 3, 4, 5. Et ça nous donne ceci. Alors regardez, si on cible le conteneur parent et on lui dit tu mets dans display grid, nous allons, ensuite, juste après, donc ça ne suffit pas, il faudrait mettre display grid, il faudrait aussi spécifier combien de colonnes on souhaiterait avoir. Donc on peut le faire en utilisant la propriété grid template columns, et je lui dis repeat 3,1 fr. En réalité, je suis en train de lui dire la même chose si j'avais mis 1 fr, 1 fr, 1 fr, ça veut dire tu me mets 3 colonnes dans cette grille. Et donc, on passe de ce modèle-là à ce modèle-là qui va contenir 3 colonnes. Et nous avons construit immédiatement
une jolie grille qui contient 3 colonnes. Alors, on peut aussi jouer sur l'espacement entre donc les cellules. Donc, on peut le faire avec le grid gap. Donc, le gap, c'est l'espacement, grid gap. Si on met 10 pixels, donc on va avoir qu'on peut avoir un peu plus d'aération entre les items. Donc, nous avons rajouté des espacements entre les aimants de la grille grâce à la propriété gap. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut fusionner des cellules. Donc, on peut le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une grille, nous avons des lignes. Chaque ligne porte un numéro. Par exemple, celle-là, c'est la ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Même chose pour les lignes horizontales. Donc, vous avez ligne 1, 2, 3 jusqu'à 5. Donc, imaginez qu'on voudrait étaler ce premier item, on voudrait l'étaler de la première ligne verticale jusqu'à la troisième ligne verticale. On peut le faire en ciblant l'élément. Donc, on met item 1. Ensuite, je fais grid column start 1, grid column end 3. Donc, vous êtes en train de lui dire étale-toi de la première colonne verticale jusqu'à la troisième colonne, jusqu'à la troisième ligne verticale. On peut faire la même chose avec les lignes horizontales en changeant grid row start et grid row end pour arriver à ce résultat-là. Et donc, si vous vous amusez à mettre des images à l'intérieur des divs, vous pouvez avoir à peu près le résultat suivant, ce qui est pas mal. Alors, il y a aussi une autre propriété, une autre valeur possible pour le display, c'est les flexbox, qui, si on reprend le même code HTML de tout à l'heure, et on donne pour le container parent, le container, class container, on lui donne display flex, automatiquement, ce que vous aviez affiché de cette façon va devenir comme ça. Et ceci est très intéressant lorsqu'on voudrait faire des menus. Hein. Donc, au lieu d'utiliser les floats et tout, ce qui peut parfois paraître très compliqué, on peut le faire très simplement avec les flexbox. Voilà. Donc, on va arrêter ici pour tout ce qui concerne les propriétés et les valeurs. C'est déjà beaucoup, à mon sens, comme début, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de travailler avec CSS. Pour le reste, je les invite à visiter la référence de W3 School qui contient encore d'autres exemples de propriétés de valeurs. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez pratiquer en temps réel. Donc, non seulement il vous montre à quoi sert la propriété, mais vous pouvez la voir en action. Vous avez Try It et vous pouvez entrer sur un petit éditeur et vous pouvez changer en temps réel et vous allez voir la répercussion. Bon, maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler d'un cinquième point qui est les CSS Media Queries. Alors, de quoi il s'agit? Alors, jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un document HTML auquel on avait associé un fichier CSS, n'est-ce pas? On avait associé des règles CSS. Donc, si on consulte notre page web, que ce soit avec un écran large ou bien un écran étroit, ou bien on voudrait faire une impression, on va voir que le rendu change toujours et ce n'est pas toujours ce que nous souhaiterions avoir. Pourquoi? Parce que par défaut, le navigateur va se débrouiller pour faire un affichage pour un large écran qui n'est pas toujours adapté pour les autres médias et dimensions de la zone d'affichage qu'on appelle le viewport. Donc, lorsqu'il s'agit d'un affichage sur votre écran ordinateur, c'est super, ça fonctionne. Généralement, on a le même résultat que partout sur les écrans larges. Par contre, si on passe sur un petit écran, sur le téléphone, ou bien si on veut faire une impression, on voit que ça change beaucoup et c'est un peu embêtant. Alors, ce qu'il faudrait avoir, c'est que l'idéal, c'est avoir un rendu adapté pour chaque type de média. Alors, c'est quoi la solution? La solution, c'est peut-être de spécifier différents styles CSS pour chaque média, mais de manière intelligente. Ça veut dire quoi de manière intelligente? C'est-à-dire
qu'on va indiquer au navigateur quel style choisir pour le média concerné. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle les media queries. On va lui dire, tu vas utiliser pour un écran large, tu vas utiliser ce fichier CSS ou bien ces règles CSS. Pour un écran étroit, tu vas utiliser ça. Pour l'impression, tu vas utiliser plutôt ceci. Alors, comment ça marche, cette histoire de media queries? Alors, première chose à distinguer, c'est que les médias en CSS, ce qu'on appelle les médias, ils sont découpés en deux volets. Il y a le volet des screens, ce qui est destiné à être affiché pour l'utilisateur, et il y a le volet print, ce qui est destiné à l'impression. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que, donc la première méthode, si on veut faire un fichier CSS pour un style pour le screen et un style pour l'impression, on peut le faire de deux manières. La première méthode, c'est d'abord, on va créer un fichier CSS pour le screen et un fichier CSS pour l'impression. On va dire, voilà, quand l'utilisateur veut imprimer, voilà le style de la page. Quand on veut simplement afficher sur le navigateur, voilà le style qu'on voudrait afficher à l'utilisateur. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez créé vos fichiers CSS, fichier CSS1, fichier CSS2, style 1, style 2. Vous devez aussi le mentionner dans votre fichier HTML, dans le head, tel que nous avons appris à le faire jusqu'à présent. Donc, dans le link, non seulement vous allez spécifier quel fichier CSS vous allez utiliser, mais en plus, vous allez mettre média et vous allez indiquer quel est le média concerné par ce style. Par exemple, pour style 1.css, vous allez dire que c'est destiné pour le média screen. Quant au style 2, il sera indiqué pour le média print. Voilà, et on aura réglé cette histoire. La deuxième méthode qui est un peu plus simple, c'est de le faire, au lieu d'avoir deux fichiers CSS, c'est d'avoir simplement un seul fichier CSS et au sein du même fichier CSS, on va découper nos styles. On va dire qu'une partie, elle va concerner la partie screen et l'autre pour l'impression. Donc, on peut le faire en utilisant la notation média, espace screen, pour dire tout ce qui va être contenu entre les accolades va concerner le screen. Pour média print, on va mettre tout ce qui va concerner l'impression. Donc, ça, c'est la deuxième façon de le faire. Alors, maintenant, on n'a pas totalement parlé de ce qu'on pourrait faire dans Screen. Il faut savoir que les screens ils peuvent changer de ce qu'on appelle de viewport. Donc, si vous avez une tablette ou un navigateur ou un téléphone, la zone d'affichage va changer d'un appareil à un autre. Ce qu'on appelle la zone d'affichage, à ne pas confondre avec la taille de l'écran. Parce qu'on peut avoir une taille d'écran comme ça, mais une zone d'affichage qui est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, pour une raison quelconque, une application qui a une zone d'affichage est restreinte. Donc, c'est uniquement ça. Donc, vous pouvez avoir une zone, la taille de votre écran qui est plus large, mais la zone d'affichage pourrait être un peu plus étroite que la taille de l'écran. Donc, on préfère parler, pour être précis, on préfère parler de zone d'affichage qui est le viewport. Ce viewport, donc la zone d'affichage, change d'un appareil à un autre ou d'une application à une autre, de la façon dont on tient notre appareil horizontal, vertical, donc elle peut changer. Et on peut être plus spécifique dans nos styles en disant, par exemple, lorsque la taille d'affichage est de 1024, on applique un style. Si elle est de 768, ce qui est généralement valable pour les tablettes, on va appliquer un style. Et si on est dans du 375 pixels, on peut appliquer un style qui est généralement adapté pour les téléphones. OK? Alors, on peut le faire de cette façon. Donc, dans le même fichier, donc une fois qu'on a fini de spécifier nos styles, on peut descendre tout en bas et on peut être un peu plus spécifique en disant, voilà, si l'écran il passe à 375 pixels, voici quelques règles CSS que je voudrais appliquer. Par exemple, si nous avons un conteneur qui est trop large, on peut passer à un conteneur
qui va être un peu moins large pour occuper un peu moins d'espace. Donc, on peut le faire pour les différentes tailles, différentes dimensions. De cette façon, donc on précise media, screen, and, entre parenthèses, max white et la zone, plutôt la dimension à laquelle on voudrait appliquer notre style. Donc, voilà, donc c'est dans le même fichier CSS. Et donc, dès lors qu'on aura appliqué cette stratégie, qu'est-ce qu'on a fait? On aura fait une conception, ce qu'on appelle une conception réactive. Donc, c'est ça, en réalité, c'est le fameux responsive design dont vous avez sûrement entendu parler. Donc, c'est quoi cette conception réactive? Conception réactive, il s'agit de redimensionner, masquer, réduire, agrandir ou déplacer, bref, tout ceci pour un contenu afin de le rendre plus esthétique sur n'importe quel écran. Donc ça, c'est un point positif pour l'ergonomie de votre page web. Voilà, donc ça, c'est ce qui a concerné les Media Queries. Maintenant, on va parler, avant de conclure ce chapitre, on va parler de quelque chose qui est très important, qui est les règles de priorité. Alors, probablement, il y a certains qui font déjà du CSS, probablement, il y a certains qui font du CSS, mais qui n'ont jamais entendu parler ou n'ont jamais été confrontés à ce problème qui concerne les priorités. Alors, pour attirer votre attention et pour vous titiller un peu l'esprit, je vous donne l'exemple suivant. Imaginez le scénario suivant dans lequel nous avons le code HTML tel que ceci. Donc, nous avons un élément H1 auquel on a appliqué un style de manière en ligne. Donc, on a appliqué directement le style dans la balise ouvrante avec l'attribut style. On lui a donné color green. Aussi, dans le header, on a sélectionné le même élément H1 et on lui a donné la déclaration color blue. Et dans un fichier externe CSS, on a sélectionné toujours le même élément, mais on lui a donné une autre couleur qui est orange. Donc ici, on a donné green, ici, on a donné blue, et ici, on a donné orange. Dans trois endroits différents qu'on appelle les contextes. Donc ici, c'est dans un contexte en ligne, ici, dans un contexte dans le header, ici, dans un contexte différent qui est dans un fichier externe. Alors, la question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Quelle règle va être considérée par le navigateur? Alors, vous conviendrez qu'ici, il y a une sorte de conflit. Alors, pour résoudre ce conflit, le navigateur, il applique une stratégie qui est d'appliquer des règles de priorité prédéfinies. Donc, ces priorités, comme je l'ai dit, elles concernent le contexte. Donc, ça sera selon le contexte. Donc, il va donner la première priorité à ce qui a été défini dans la balise ouvrante avec l'attribut style. Donc, si vous avez les trois en même temps, la priorité, ça va être donné à ce qui se trouve dans la balise ouvrante avec l'attribut style. C'est pour ça qu'ici, on a du vert. Si vous n'avez rien ici, la deuxième priorité, ça va être donné pour ce qui se trouve dans le header. Et s'il n'y a rien ici et ici, ça va être donné pour le fichier CSS. Et on aura réglé le conflit. Alors, un autre scénario de conflit qui peut subsister, c'est lorsque vous sélectionnez le même élément de plusieurs manières et vous donnez plusieurs couleurs différentes. Alors, imaginez que H1, il a l'identifiant ID1 et il a la classe 1. Et vous vous amusez à sélectionner d'abord par élément, vous faites H1, color blue, vous faites classe 1 pour sélectionner le même élément et lui donner color purple, et vous sélectionnez avec l'identifiant et vous faites color red. Alors, qu'est-ce qui va être appliqué ici? Alors, la solution ici, c'est de suivre la priorité selon la spécificité. Ça veut dire quoi? On va donner la priorité à la sélection par identifiant. En l'occurrence ici, la priorité va être donnée à cette règle-là parce qu'il y a une sélection par identifiant. Donc, c'est ça, la priorité va être donnée à tout ce qui est sélectionné
par identifiant lorsque vous sélectionnez plusieurs fois le même élément. Ensuite, donc s'il n'y a pas une sélection par identifiant, la priorité va être donnée pour la classe. Et sinon, on se rabat sur la sélection par élément. Et on aura résolu le problème. Mais il peut rester une autre chose. Donc, s'il y a une sélection par identifiant, par classe et par élément, on avait dit que la priorité allait être donnée à la sélection par identifiant. Mais s'il y a déjà un style qui est appliqué de manière inline, la priorité va être donnée à celle-là. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on applique plusieurs styles. Il commence à y avoir trop de styles pour le même élément. Il faut faire attention si vous obtenez un résultat qui ne vous convient pas. Alors, autre chose à savoir, c'est que les priorités, ils s'opèrent au niveau de la déclaration. Hein. Donc, si vous avez plusieurs sélections de manière différente, donc ici, on a une sélection par identifiant, par classe et par élément. Donc ici, la priorité va être donnée à ce qu'il y a ici. Donc en l'occurrence, color green, parce que c'est une déclaration en ligne. Donc ça va être la couleur verte qui va être appliquée. Par contre, comme background color n'a jamais été cité ni ici, ni ici, on peut considérer qu'elle a été utilisée dans un seul contexte. Donc il n'y a pas de conflit, donc on peut l'utiliser. Il faut savoir aussi que si vous avez une même sélection, donc si vous sélectionnez H1 ici, vous donnez des déclarations, ensuite vous le resélectionnez et vous lui donnez deux déclarations différentes, il faut savoir que c'est la dernière sélection qui va être prise en considération. C'est pour ça ici que vous avez du bleu et du rouge en arrière-plan. Mais toujours, la priorité est donnée à la déclaration en ligne. Donc, si vous mettez en parallèle une déclaration en ligne ici, donc c'est elle qui va gagner. C'est pour ça que vous avez du vert. Voilà, donc on arrive à la fin de ce chapitre-là. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été discutées. Pour le reste, je vous laisse découvrir les sources habituelles, donc les liens que je vous donne ici. N'hésitez pas à approfondir vos connaissances. Pour le reste, on va essayer d'appliquer en TP et c'est à ce moment-là que vous allez poser vos questions. Voilà, donc on a terminé la partie site statique. La prochaine fois, on va commencer la programmation côté client, ce qu'on appelle l'interactivité, grâce à l'utilisation du langage JavaScript. Donc, les choses vont devenir un peu plus intéressantes. On va probablement faire un mini-projet. Donc, je n'y ai pas encore réfléchi, mais pour valider vos connaissances, probablement, je vais vous faire des trucs. Je vais vous demander de rendre certaines choses et ça va vous donner du travail pour vous appliquer et découvrir par vous-même tout ce qu'on peut faire avec du HTML et du CSS pour concevoir un site statique. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas.